Donc bonjour à tous et heureuse d'interviewer aujourd'hui le professeur Patrice Baron pour la 2e édition du Salon du Livre de Lannion. Alors Patrice, vous avez fait Hippocagne et Cagne et vous êtes devenu professeur de lettres classiques à Paris, à Lannion et à Rennes. Vous êtes un auteur connu pour avoir participé à de nombreux ouvrages collectifs, dont Il fait un temps de poèmes, coordonné par Yvon Lemaine aux éditions Filigrane, Croachent Trégastel aux éditions Guater, Un poème est passé aux éditions La Rumeur Libre, et puis L'Abécédaire amoureux de Trégastel. Vous avez aussi traduit de nombreux textes anciens, dont l'un de Sappho qui a été recueilli par Yvon Lemaine pour le Tour du monde en 80 poèmes chez Flammarion. Il s'agit ici de votre premier ouvrage en tant qu'auteur et traducteur aussi. Le livre s'intitule « Fragments de mémoire et d'oubli ». Votre ouvrage est une performance poétique qui s'inscrit très bien dans la collection Effervescence de l'Harmattan, où on étudie le sentiment esthétique en lien avec la créativité. Alors, Patrice, avant d'entrer dans votre ouvrage, moi j'aimerais qu'on fasse un voyage culturel en poésie pour faire écho au titre du salon. Je voudrais vous poser la question, en quoi la poésie en général est universelle? Alors c'est difficile de répondre à toutes les questions, mais celle-là en particulier est en même temps simple. Parce que je pense que les poètes, je ne parle pas de moi, je parle des autres, partent souvent de l'intime dans l'espoir, le secret espoir ou l'espoir affiché pour certains, d'être entendus par le plus grand nombre. Voilà. D'accord. Et alors, si on s'intéresse aussi à l'étymologie du mot poésie, cela vient du grec poésis, dont le verbe associé veut dire créer, fabriquer. Donc c'est vrai que la poésie est très présente en Grèce antique et on entend parler dans votre ouvrage d'Homère, de Sappho, d'Hésiode, d'Échille, Sophocle. Voilà, alors la poésie elle est en Grèce, mais elle traverse les siècles et elle a occupé une belle place dans le monde de la littérature en France, de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. On peut citer les sonnets de Ronsard et du Bellay, le tragique classique de Corneille, Racine, la sensibilité romantique de Lamartine, de Victor Hugo, le symbolisme de Verlaine, de Rimbaud, Baudelaire, Nerval. Et puis arrive aussi un esprit moderne dans la poésie. Donc, est-ce que vous pourriez nous qualifier la poésie contemporaine avec tout ce qu'elle chamboule? Alors pour moi c'est impossible parce que la poésie a tellement été libérée de la prose poétique, le vers libre, jusqu'à des textes dont parfois on peut se demander si la prose ne l'emporte pas sur la poésie. Alors c'est très compliqué. Pour ma part et pour l'expérience personnelle que j'ai pu en avoir, je pense que ce qu'il y a de merveilleux dans la liberté qui nous est offerte, c'est qu'on peut substituer à un rythme trop classique et qui peut être très contraignant, qui est aussi source d'inspiration pour la plupart des gens. Il faut des contraintes pour pouvoir trouver quelque chose, nous permet d'être en harmonie, plus en harmonie avec soi-même et d'avoir une sorte de rythme et de musique, je sais pas, intérieure, qui nous est propre à chacun. Un mouvement propre et libéré. Oui, oui.
Et si on en vient maintenant à votre ouvrage, Fragments de mémoire et d'oubli, je vais lire la 4e de couverture. Bribes, phrases, fragments, citations, souvenirs de lecture et de traduction de textes grecs anciens ont afflué. Mais le fil qui était déroulé, je ne le voyais pas. Il était là pourtant. C'était celui d'une jeune femme entourée de silence à la courte et tragique existence. Et en sous-titre, vous utilisez un alexandrin, enfin un quasi-alexandrin pour dire les mots qui restent et se mêlent me parlent d'elle. Et comment est né votre ouvrage? Qu'est-ce qui a catalysé sa constitution? C'est lié à un événement prévu, puisque c'était au moment de partir en retraite, mais en même temps que je me demandais à quoi tout ce qui m'avait passionné et que j'avais essayé très modestement de transmettre avait abouti, surtout en langue ancienne et plus particulièrement en grec ancien, puisque les auteurs souvent ne sont pas restitués dans l'intégralité de leurs œuvres, c'est même le cas habituel. Et la question que je me posais, c'est si il restait en moi quelque chose, si c'était encore transmissible à des contemporains, à moi déjà et aux autres. Effectivement, vous nous transmettez beaucoup de richesses poétiques à travers votre ouvrage. Et alors, dans tous ces fragments, tous ces bribes de mots saisis au vol, comment ils arrivent à s'organiser, comment il y a une cohérence qui se fait, et finalement, voilà, est-ce que vous suivez un raisonnement, un chemin, un cheminement? En fait, ça a été comme une mémoire involontaire. Et je pense à l'écriture automatique des surréalistes. C'est un peu une mémoire automatique. Je n'ai pas voulu, enfin en tout cas j'ai essayé, j'ai laissé les choses venir. Ce qui était gênant, parce que c'était des petits morceaux, des miettes même, et des choses dont je n'étais pas sûr. Je me demandais si je confondais pas une traduction ou une lecture personnelle. Donc il m'a fallu ensuite vérifier, identifier, puis essayer de retraduire. Donc c'est un flux sans ordre que j'avais conçu. Et la question qui me venait à l'esprit tout de suite après ce flot de surgissement, c'est est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce qu'il y a une structure ou est-ce que c'est un pur chaos? Et j'ai trouvé un fil conducteur qui m'a même surpris. J'ai eu le bonheur et le malheur de ne pas connaître ma mère. Et je dis que c'est un bonheur parce que sans le savoir, elle m'a fait un cadeau immense. J'en suis ému. Et en même temps, un malheur terrible parce que c'est elle qui a décidé de partir, de mettre fin à ses jours, sans que je le sache, bien sûr. Et quand j'avais à peine 1 an. Donc, je suis un petit peu perdu par rapport. Et en fait, justement, au milieu de l'ouvrage, il est question d'errance, de navigation, de naufrage même. Mais en fait, il semble que, au moment où vous entrez en poésie, tout devient possible et que cela vous cadre et vous donne une conduite de vie. Oui. Finalement, votre maman, quelque part, elle vous a aussi aidé. Ah, mais complètement, et je l'ignorais totalement. Je l'avais même définitivement occultée. Je savais qu'elle était décédée, mais pendant 60 ans, au moins. Et elle est apparue, à travers le livre. Oui. Vous la faites vivre. Et alors, en fait, pour revenir à Mélie maintenant, qui est le cœur, votre maman, dans le cœur de l'ouvrage, grâce à la poésie, vous vous installez dans le passé et vous retrouvez votre maman.
Vous citez Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et puis vous dites elle est air, terre, ciel, vent, une feuille envolée. Et c'est la passante de la rue Galilée dans le Paris occupé. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots supplémentaires sur votre maman ? En fait, je savais quand même j'avais quelques éléments, mais très peu, mais des choses concrètes. Elle était une secrétaire sténodactylographe. Or, dans le poème d'Apollinaire, Zone, qui ouvre le recueil Alcool, il y a quelques lignes qui évoquent les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes. Alors, j'ai tout de suite pensé à elle, mais très vite. Et c'est presque parti de ces vers d'Apollinaire, qui commençait Alcool par « À la fin, tu es là de ce monde ancien ». Ici, même les voitures ont l'air d'être anciennes, ou je ne me rappelle plus, je cite un peu avec défaillance le début, et il embraye sur Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin, la modernité. Donc il fait une sorte il écrit une sorte de manifeste, d'ailleurs il s'en inspirait, anti-classique. Et elle est sur, les fragments de mémoire ont surgi de ce qui était le rejet de cette mémoire, comme s'il y avait un pont. C'est assez apollinérien, hein. Sous le pont de nos bras, passe, etc., la Seine et nos amours. Donc, voilà, je ne veux pas... Et alors, il y a une autre femme, une poétesse qui est importante dans votre ouvrage, c'est Sappho. Et Sappho, elle vous permet d'apporter des réponses quelque part à votre maman. Complètement. Ça m'a même, je ne suis pas le seul, ça a bouleversé beaucoup de poètes, et au point que Platon, qui est né ou qui a exercé sa philosophie 4 siècles après elle, disait d'elle que c'était la 10e muse. Il fallait qu'elle ait quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, d'autant plus qu'on n'a accès qu'à des fragments, je m'en suis aperçu qu'après coup, c'était un peu l'image rêvée, idéalisée de ce qu'avait pu, dans mes rêves, être ma mère. D'accord. Et elle parle merveilleusement, bien sûr, de l'amour, des douleurs, du regret et de la vie aussi. Et finalement, qu'est-ce qui vous donne à voir dans votre ouvrage, dans votre écriture, l'autre, l'autrement, l'ailleurs? Est-ce que c'est toute cette matière de mots déliés, avec des mots qui ont du pouvoir finalement, ou autre chose? Oui. Parce que je pense, hein, c'est vrai, c'est banal ce que je vais dire, mais qu'on ne peut écrire que s'il y a une force en nous, mais un manque. Dans le banquet de Platon, il y a un petit passage qui n'a rien de savant, mais où la prêtresse Diotime, qui est censée apprendre à Socrate ce qu'est l'amour, lui dit « Mais tu te trompes, jeune Socrate, il était tout jeune quand il écoutait la prêtresse Diotime. L'amour n'est pas fils de beauté et d'amour, et de la déesse de l'amour, mais d'abondance et de pauvreté. » Et ça m'a bouleversé. La mère d'amour, selon du dieu amour, était la déesse de la pauvreté. Sa mère était de pauvreté et son père était abondance. C'est ce qu'elle dit. Et dans votre ouvrage aussi, on remarque qu'il n'y a pas de pathos. La souffrance de votre maman et la vôtre n'est pas dévoilée. Et pourtant, vous avez été privé de l'âge d'or, de sa naïveté, pour citer Nerval.
Mais vous ne vouliez pas vous apitoyer? Non, parce que je n'avais pas de souvenirs concrets gardés en moi, même si elle m'avait mis au monde et que j'avais passé, comme tout enfant, des moments sans doute privilégiés pour la plupart d'entre nous, dans le ventre de nos mères. Donc, je n'avais pas de souffrance réelle, mais j'avais une grande tristesse pour l'acte qu'elle avait accompli et que je ne comprends pas, non pas que je me révolte, mais dont je n'ai aucun élément pour savoir quelle était la réalité de cette décision terrible qu'elle a prise et que j'admire quelque part, quelle qu'en soit la raison. Et est-ce qu'on peut dire que dans votre ouvrage, vous sortez quelque part de vous-même et vous sortez de votre mère aussi? C'est un accouchement, merci. Parce que ça me fait prendre conscience que, sans le savoir, elle m'a permis de renaître enfin de naître dans les mots, mais surtout, peut-être ai-je cru lui donner une nouvelle naissance qui soit peut-être dégagée vers un ciel étoilé, comme il est dit dans beaucoup de textes anciens, puisque c'était une expression quand on disait enfant de la terre et du ciel étoilé, qui désignait les dieux. Et dans certaines croyances, orphiques notamment, tout le monde était enfant de la terre et du ciel étoilé. On était tous des dieux en puissance, et je trouve ça très beau. Et est-ce que vous pensez que votre ouvrage peut apporter au lecteur un moyen de traverser la vie? Ah, ça serait merveilleux, hein. Mais si déjà, à travers les extraits qui m'ont touché profondément, au point de rester et de surgir comme ça, si on pouvait avoir des émotions communes, chacun avec sa personnalité, quelques vers, ce serait merveilleux. Je crois que c'est déjà beaucoup. Alors, on arrive à la fin de l'entretien et je voudrais citer Madame Jannick Levoyer-Le Guiouzer, qui a magnifiquement illustré l'ouvrage avec ses dessins. Elle s'est exprimée avec beaucoup de sensibilité et de simplicité à la fois. On peut parler de la montagne avec des visages tournés vers le ciel, du visage brisé 2 fois, du profil en 3 temps, de l'enfant qui s'éloigne de sa mère ou du multiple regard des autres, et puis de la boucle bouclée de Sappho ou de la maman, au visage qui n'est plus brisé à la fin, et qui se recompose. En tout cas, Patrice, moi je voulais dire que vous êtes un artiste au service d'une langue et d'une maman, toutes deux mortes, et vous leur rendez magnifiquement hommage. Votre maman est placée dans un écrin de richesse littéraire, poétique. Elle devient une statue vivante, à l'effigie d'une déesse grecque. Le lien familial réexiste. Elle est à proximité. C'est un hommage à la tradition, avec toute cette richesse de l'Antiquité, mais aussi un hymne à la modernité créative avec tous les fragments que vous avez su merveilleusement bien lier. Vous empruntez les voies navigables du territoire de nos cœurs. Vous nous avez conquis. Sois heureux, souviens-toi de moi, dirait votre mère. Je voulais ajouter aussi merci à Loïc Le Guiouzer qui nous a fait nous rencontrer, oui, qui a initié beaucoup de belles rencontres aussi autour de nous. En conclusion, c'est un très bel objet extraordinaire, fragment de mémoire et d'oubli. Pour reprendre la grande librairie de cette semaine, c'est un parallépipédique magique, voilà, une performance poétique, un voyage dans les mots, dans la poésie très riche de la Grèce antique et des symbolistes. Alors, on vous invite à davantage de discussions avec Patrice sur le stand de l'Harmattan qui est là-bas, proche du podium. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci Patrice. Merci.